On va démarrer. Je m'appelle Dimitri Moll, je suis le président fondateur de Cnova. Tout d'abord, merci à tous pour votre présence. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà, mais je rappelle quand même que Cnova, on est un bureau d'études thermiques et fluides qui travaille en maîtrise d'œuvre sur des projets de construction ou de rénovation de logements collectifs ou individuels. Et depuis 2009, quand j'ai cofondé l'entreprise, on s'inscrit dans une démarche où on a envie de travailler à rendre l'habitat plus économe, plus confortable et plus sain. Et en fait, c'est plutôt travailler sur l'habitat de demain. Donc en 2009, on travaillait sur la future RT 2012, les labels BBC, et aujourd'hui, l'habitat de demain, c'est ce dont on va parler cet après-midi. Et en fait, au quotidien, on travaille avec une obsession d'abord et ensuite une vision de l'habitat de demain. Donc je vais vous en détailler 2-3 axes. Notre obsession, c'est la qualité et la satisfaction de nos clients. Pour nous, satisfaire nos clients et partenaires, ça passe par l'expertise technique et puis ça passe par la qualité de la relation humaine. Donc ça, c'est notre obsession qui est toujours la même depuis 2009. Et puis notre vision de l'habitat de demain, du coup, il a un petit peu évolué, il évolue chaque année, puisque le temps avance. Et aujourd'hui, je dirais que notre vision de l'habitat de demain, il tient en 3 axes principaux. Le premier, c'est que l'habitat de demain, encore plus qu'hier, il est multi-enjeux, et au premier rang de ces enjeux, pour nous, il y a l'enjeu architectural, faire des beaux bâtiments, et puis l'enjeu économique, c'est-à-dire trouver des solutions qui permettent de faire que ces bâtiments sont accessibles économiquement. Et du coup, les études de cas qu'on va vous présenter cet après-midi illustrent bien la façon dont on part de l'écriture architecturale de l'architecte et on y apporte notre conception technique, thermique, fluide, avec une optique de coût maîtrisée pour rendre l'habitat le plus économe, le plus confortable et le plus sain possible. Le deuxième élément de l'habitat de demain, c'est qu'il est très performant énergétiquement, il est confortable et il est sain. Et donc ça, c'est ce dont on va le plus parler aujourd'hui. Et puis le troisième élément pour nous de l'habitat de demain, c'est qu'il est, numérique, il est innovant. Et on pourrait d'ailleurs en parler lors d'une prochaine conférence débat. On va d'ailleurs travailler on va bientôt sortir un guide pratique du BIM qui donne notre vision des choses sur le BIM non résidentiel. Et avant de passer la parole à Laura, je voudrais remercier les clients qui ont accepté qu'on présente ces études de cas. Et puis je voudrais également remercier Saint-Gobain qui nous a aidés à définir plus précisément les coûts de construction, des coûts de matériaux. Et puis remercier évidemment Laura qui a fait tout le travail qui permet aujourd'hui de vous restituer cette connaissance et le plus utile possible. Voilà, merci à toi. Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Laura Exposito et aujourd'hui je vais vous parler de la maison de demain et plus particulièrement du nouveau label E+, C-. Donc on va finir cette conférence à 18h, c'est important qu'on finisse à l'heure. Si jamais vous avez des questions, je vous propose de les noter et on les partagera pendant l'échange qu'on a prévu en fin de conférence. Alors cette conférence prévoit 4 grandes parties. La première partie concerne les labels qui préparent la future réglementation thermique. Une fois qu'on aura bien compris en quoi concernent ces labels, on sera capable de voir les éléments que vont embarquer la future réglementation et donc la maison de demain. La troisième partie sera consacrée à des études de cas concrets où on abordera notamment les solutions techniques adaptées et enfin on partagera nos retours d'expérience et les bonnes pratiques autour d'un temps d'échange. Alors avant de commencer, je pense que c'est très important qu'on soit tous au clair sur la différence entre la réglementation thermique et les labels. La réglementation thermique, c'est une obligation, c'est-à-dire qu'elle s'applique à toutes les constructions neuves, contrairement à un label qui montre par la différence, la volonté du maître d'ouvrage d'aller plus loin que la réglementation thermique. Le label BBC, par exemple, est un label qui était associé à la RT 2005 et qui préparait à la future réglementation RT 2012. La réglementation RT 2012, d'ailleurs, est largement inspirée du label BBC. Et depuis l'application de la RT 2012, logiquement, le label BBC n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, on a des nouveaux labels qui sont associés à cette réglementation thermique, à la RT 2012. Les labels, justement, les labels d'aujourd'hui qui sont associés à la RT 2012, quels sont-ils ?
On va distinguer 3 types de labels. La première catégorie, c'est les labels qui ont fait leur apparition avant le référentiel de l'État, le référentiel E+C-. Ensuite, on abordera l'expérimentation elle-même, l'expérimentation E+C- et les labels qui y sont associés. Et enfin, suite à cette expérimentation, on abordera le label E+C- Effinergie qui fera son entrée en vigueur la semaine prochaine. Alors le collectif Effinergie joue un rôle essentiel dans la création des labels. Il va insuffler les labels réglementaires. Il compte aujourd'hui 4 labels. Le label BBC que vous connaissez tous, qui, je l'ai dit tout à l'heure, n'a plus lieu d'être depuis l'apparition de la RT 2012. Le label BBC Effinergie Rénovation, qui est toujours en vigueur, mais qui concerne les projets de rénovation. Et enfin, 2 nouveaux labels qui sont associés à la RT 2012, qui sont les labels Effinergie Plus et BPOS Effinergie. Donc ça, c'est le collectif Effinergie qui propose des labels. Les seuls à même de certifier les projets, ce sont les certificateurs. Les certificateurs pour la maison individuelle, il y en a 3. Promotelec Service, Secami et Prestataire. Effinergie propose des labels de performance énergétique et les certificateurs ajoutent leurs propres exigences pour certifier un label. Chaque certificateur a son propre référentiel, c'est-à-dire qu'il va ajouter ses exigences qui lui sont propres sur le socle du label Effinergie. Alors le label Effinergie Plus, pour commencer, il vise une performance énergétique de moins 20% par rapport à la RT 2012. Donc c'est-à-dire un BBO inférieur à un BBO max, moins 20%, un CEP inférieur à un CEP max, moins 20%. Il demande une exigence plus poussée au niveau d'étanchéité à l'air, où là, on vise un niveau de 0,4 en maison individuelle toujours, ou en RT 2012, on a une valeur seuil qui est à 0,6. On a aussi des critères complémentaires comme l'évaluation des consommations mobilières. On y reviendra, mais c'est un point très important qui concerne l'électroménager, les médias par exemple, qui finalement représentent une consommation importante sur toute la vie du bâtiment. Ce label embarque aussi des performances qui concernent la qualité de l'air, la ventilation, et nécessite l'affichage des consommations, des productions et la quantité d'énergie renouvelable autoconsommée dans le bâtiment. Fin 2016, on comptait 1610 logements individuels qui étaient labellisés Effinergie Plus ou en cours de labellisation. Donc on a vu le label Effinergie Plus. Le deuxième label d'Effinergie qui est associé à la RT 2012, c'est le label BPOS Effinergie. Le label BPOS Effinergie, il se base sur les exigences qu'on vient de voir, qui sont les exigences du label Effinergie Plus. Donc, moins 20%, je le rappelle, par rapport à la RT 2012, et une étanchéité à l'air à 0,4. En plus, il va ajouter 2 choses. Une évaluation du potentiel d'écomobilité et une évaluation de la consommation d'énergie grise. Le point très important sur ce label BPOS, c'est le bilan énergétique nul, parce que BPOS, ça veut dire bâtiment à énergie positive. Donc, c'est une consommation d'énergie qui est inférieure à la production d'énergie par le bâtiment. Fin 2016, on comptait 187 logements individuels labellisés ou en cours de certification. Alors justement, ce bilan énergétique est calculé avec un nouvel indicateur. Ce nouvel indicateur, c'est le bilan BPOS. Ce bilan BPOS, il est calculé en prenant les consommations du bâtiment en énergie dite non renouvelable, auquel on va venir déduire la production d'électricité qui va être exportée. 2 choses. La première, c'est que, du coup, vous l'aurez compris, les énergies dites renouvelables sont largement favorisées puisqu'elles ne rentrent pas en compte dans ce bilan BPOS. Et deuxième chose, l'autoconsommation de l'énergie produite est elle aussi valorisée dans ce bilan BPOS. En réalité, on a un écart autorisé qui est modulé en fait en fonction de la zone géographique et du nombre d'étages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer partout en France d'avoir un bilan énergétique. Ça va être plus facile d'atteindre le niveau énergie positive dans le sud de la France que dans le nord de la France. Donc en toute logique, on va avoir des exigences plus poussées dans le sud que dans le nord. Donc on a une modulation des critères, et au final ce bilan BPOS va devoir être inférieur à un écart autorisé qu'on calcule en fonction de ces éléments-là. Deuxième chose très importante, les consommations mobilières que j'ai évoquées à l'instant, qui représentent 70 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an dans le bâtiment, dans une maison individuelle. C'est la valeur forfaitaire aujourd'hui qui est prise dans le calcul du label BPOS. À titre de comparaison, une maison individuelle
En Ile-de-France, aujourd'hui, le niveau RT 2012 pour les 5 usages conventionnels, donc chauffage, ventilation, notamment en production de chaude sanitaire, est de 65 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, les consommations mobilières représentent plus que les 5 usages conventionnels qu'on prend aujourd'hui dans la réglementation thermique. Donc ça va être un point très important de la future réglementation. Aujourd'hui, on n'a qu'une valeur forfaitaire de cette valeur. On va avoir une méthode de calcul, on attend la méthode de calcul plus détaillée qui va nous permettre d'avoir la main, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je vous ai présenté le label Effinergie Plus, le label BPOS Effinergie, et je voulais vous présenter un autre label qui est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'il ne porte pas sur la performance énergétique, il porte sur le cycle de vie et sur les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Pourquoi je vous parle de ce label, qui est le label Bâtiment biosourcé? Parce qu'il fait partie des labels qui ont inspiré le référentiel E+C- dont je vais vous parler juste après. Et ce label, en l'occurrence, vise à valoriser l'utilisation de matériaux biosourcés dans le bâtiment. Donc, je vous ai présenté les labels qui existaient avant l'apparition du référentiel de l'État, le référentiel E+C-. Je vais maintenant vous présenter le fameux référentiel E+C- et les labels qui y sont associés. Alors, fin novembre 2016, l'État nous a enfin proposé un référentiel qui va plus loin que la réglementation thermique mobilière. Ce référentiel, il s'inspire des labels que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est pour ça d'ailleurs que je vous les ai présentés. Son objectif, c'est de tester la facilité ou non d'atteindre les différents niveaux de performance que je vous présenterai juste après, de préparer la filière à la future réglementation. C'est en fait le point de départ de la future réglementation. On distingue deux exigences dans le référentiel E+C-. Le E+, qui vise à améliorer la performance énergétique du bâtiment. Donc là, on a des outils de calcul qu'on connaît, ce sont les mêmes que pour l'RT 2012, des unités qu'on connaît en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an, des valeurs, des ordres de grandeur aussi qu'on connaît, auxquels on va venir quand même rajouter des éléments, comme la consommation mobilière notamment. Et puis il y a la partie carbone. Là, c'est la partie vraiment innovante, qui vient prendre un élément qu'on n'avait pas du tout pris en compte aujourd'hui dans la réglementation, qui est les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur tout son cycle de vie. Là, on n'a pas d'ordre de grandeur en tête, on ne connaît pas les outils de calcul, on ne connaît pas les unités. C'est une vraie révolution, la partie de carbone du référentiel E+C-. La partie E+, pour commencer, propose 4 niveaux de performance énergétique. E1, E2, E3 et E4. Le niveau énergie 1 demande un CEP inférieur à 5% par rapport à la RT 2012. Le niveau énergie 2 demande un CEP inférieur à 10% par rapport à la RT 2012. Donc vous voyez, on ne va pas beaucoup plus loin que la réglementation thermique 2012. Le niveau énergie 3, lui, va un petit peu plus loin. Il demande un CEP inférieur à 20% par rapport à la RT, et on vient aussi déduire une production d'électricité type de référence, qui est égale à 20 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. C'est ce qu'on estime que une maison individuelle est capable de produire. Il n'y a pas de modulation sur cet élément-là. Donc énergie 3, moins 20%, moins l'énergie de référence, qui est égale à 20 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et là, une fois de plus, le vrai pas en avant, c'est le niveau énergie 4. Le niveau énergie 4, il s'inspire du label BPOS que je vous ai présenté tout à l'heure. Il demande un bilan énergétique nul qui prend en compte les consommations mobilières. Ce bilan énergétique, là pour le coup, il y a 3 différences avec le label BPOS que je vous ai présenté tout à l'heure, qui peuvent être problématiques, notamment le fait que ce bilan BPOS n'est pas modulé en fonction de la zone géographique et n'est pas modulé en fonction des contraintes propres du bâtiment, ce qui est le cas pour le label BPOS. Comme je vous disais tout à l'heure, on a plus de facilité pour un bâtiment dans le sud de la France à être un bâtiment énergie positive, contrairement à un bâtiment qui est dans le nord de la France. Là, le niveau énergie 4 ne fait pas cette distinction-là. Au niveau des consommations mobilières, on a une petite différence également. On est à une valeur un petit peu plus élevée, donc un petit peu plus contraignant que le label BPOS, où on est à 80 contre 70 pour le label BPOS. Et enfin, dernière différence avec le label BPOS que je vous ai présenté précédemment, c'est la valorisation de l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'on a une part de la production d'électricité qui est autoconsommée et une part qui est exportée. Celle qui est autoconsommée va être valorisée
beaucoup plus que celle qui est exportée dans ce bilan PEPOS. Donc voilà pour la partie E+, 4 niveaux d'énergie, niveau E1 et E2 assez facile à atteindre avec un niveau -5 ou -10% par rapport à l'RT 2012. Niveau E3, on va un petit peu plus loin avec -20% et production de référence. Et niveau E4, on vise le bâtiment à énergie positive. Avant de rentrer dans le détail de la partie C-, de la partie carbone, je pense que c'est important de rappeler ce qu'est le cycle de vie et pourquoi on parle de cycle de vie finalement. C'est-à-dire qu'un bâtiment, depuis sa phase de construction, la phase chantier et même la production des matières premières, il émet du carbone jusqu'à sa fin de vie et la mise en déchetterie de sa démolition. C'est ces consommations-là qu'on va prendre en compte dans le calcul du C-. Ici, pour le C-, on n'a pas 4 niveaux, mais 2 niveaux de performance énergétique, le niveau carbone 1 et le niveau carbone 2. Le niveau carbone 1 est en fait plus une sensibilisation qu'un seuil, parce que quels que soient les matériaux qu'on va utiliser, quels que soient les systèmes qu'on va utiliser, on sera forcément dans le cadre du niveau carbone 1. Il faudra notamment faire un calcul, c'est pour ça que je parle de sensibilisation, il faudra faire le calcul, mais finalement, quoi qu'il arrive, on sera dans les clous. Le niveau carbone 2, lui, demandera un effort supplémentaire sur l'énergie choisie et les matériaux. Donc ça vise l'utilisation de matériaux biosourcés et la sobriété finalement de l'utilisation de matériaux. Un petit mot pour dire qu'en France, globalement, sur cette partie carbone, on est assez avancé, notamment grâce aux industriels qui nous rendent disponibles des fiches qui nous donnent ces informations-là. Je pense notamment à la base IGNES. Peut-être que c'est la première fois que certains d'entre vous en entendent parler, mais ce sont des choses qu'on va beaucoup entendre parler dans les années futures, qui mettent à disposition des éléments qui portent sur les produits et sur les systèmes, des fiches FDES, des fiches PEP, qui donnent des informations carbone directement, qui permettront de faire ces calculs finalement carbone du référentiel E plus C-. Tout à l'heure, je vous disais qu'on ne connaissait pas les unités, qu'on n'avait pas d'ordre de grandeur en tête. Je trouvais que c'était important de vous donner ces éléments-là. Comme pour la RT 2012, on connaissait le BBio, le CEP, l'indicateur carbone, lui, va s'exprimer sous le EGES, qui s'exprimera en kilogrammes de CO2 par mètre carré surface de plancher. Vous aurez donc 2 niveaux. Je vous ai donné les seuils à viser pour la maison individuelle. Le niveau carbone 1, donc, qui se situera entre 1200 et 1400 kg de CO2 par mètre carré surface de plancher. Et le niveau carbone 2, qui lui sera entre 750 et 900 kg de CO2 par mètre carré surface de plancher. Alors pourquoi ce sont des fourchettes? Tout simplement parce qu'on va avoir une modulation en fonction des contraintes propres au projet. Et le calcul lui-même se fera grâce à des nouveaux moteurs de calcul. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 3, validés par la DHUP. Mais évidemment, tous les logiciels que nous, en tant que bureau d'études thermiques, on utilise aujourd'hui pour les calculs RT 2012, vont embarquer petit à petit les éléments pour pouvoir faire ces calculs de carbone. Donc, je vous ai présenté le référentiel. Sur ce référentiel qui s'inspire finalement des labels qu'on a vus tout à l'heure, les certificateurs, à nouveau, ont leur rôle à jouer. Ils vont proposer 8 combinaisons de labels E plus C-. On parlera donc de label EXCY, on pourra être E1C1, E1C2, E3C1, etc. 8 combinaisons possibles, avec toujours les mêmes certificateurs, CCAMI, Promotelec et prestataires. Donc la dernière partie concerne le label E plus C- et Finergie. Le label E plus C- et Finergie, il n'est pas encore sorti, il va sortir la semaine prochaine, le 8 mars, à l'occasion du salon B positif qui aura lieu à Lyon. Le label E plus C- et Finergie, il se base sur le socle du référentiel de l'État. C'est un label qui est réglementaire, contrairement au label que je vous ai présenté juste avant. Il utilise le socle du label du référentiel E plus C- sur le niveau E2 et C1. Donc on est niveau E2, C1 par rapport au référentiel. Et à partir de là, il va venir rajouter des éléments. Et ces éléments, c'est un BBio max et un CEP max, moins 20% par rapport à l'RT 2012. D'accord? Là où pour
pour le référentiel E plus C-, finalement, on n'avait aucune exigence au niveau du BBO. On ne parlait pas du tout de l'enveloppe, on parlait que des consommations. Là, Finergie a dit, ok, c'est quand même important de travailler sur l'isolation, donc on va venir rajouter une exigence qui est un BBO max inférieur à 20%. Il vient de rajouter aussi une exigence CEP max de moins 20%. Alors vous dites, ok, E2 c'était moins 10% par rapport à l'ART, il vient de rajouter moins 20% sur le CEP max. Dans les cas concrets, on comprendra pourquoi ils sont allés un petit peu plus loin. Et le dernier point, c'est l'étanchéité à l'air, qui, elle, est à 0,4. C'est-à-dire que pour le référentiel E plus C-, on n'a aucune exigence supplémentaire de l'ART 2012. Donc c'est le 0,6 classique qu'on va viser. Là aussi, Finergie a dit, on va aller plus loin que le référentiel et on va contraindre davantage en proposant une étanchéité à l'air qui est à 0,4 et non plus à 0,6. Et donc, en plus de ces exigences-là, j'ai envie de dire de résultats, on a aussi plusieurs choses qui concernent et qui viennent récupérer les labels BPOS et Finergie dont je vous parlais tout à l'heure, qui concernent le contrôle de la qualité de l'air, l'information aux usagers, c'est-à-dire donner les informations au temps réel des consommations et des productions d'électricité, et la qualification des bureaux d'études, où Cnova par exemple est certifié au PQIBI, qui rentre dans le cadre de la certification des bureaux d'études qui est devenu obligatoire maintenant pour avoir ce label E plus C-. Donc pour récapituler ce que je viens de vous présenter, les trois grandes parties. Donc avant l'expérimentation E plus C-, on avait le label Finergie Plus, on avait le label BPOS et Finergie, et on avait le label bâtiment biosourcé. Suite à l'expérimentation E plus C-, on a les 8 combinaisons possibles de labels EX-CY. La semaine prochaine, le 8 mars, le label Finergie, qui s'appuie sur le socle de référentiel E plus C-, fera son apparition. Alors quel avantage il y a à labelliser aujourd'hui son bâtiment E plus C- et Finergie? Le premier point, c'est de ne pas construire un bâtiment qui sera déjà dépassé de nom. Le deuxième point, c'est que ça permet évitablement de valoriser son patrimoine. Ça peut aussi être un outil marketing, je pense notamment aux promoteurs qui peuvent utiliser les visuels qui sont associés au label. Aujourd'hui, il y a peu de subventions qui sont associées au label. Vous vous souvenez, le label BBC est encouragé notamment par l'éco-prêt à taux zéro. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de subventions, il y a des subventions régionales qui sont associées au label, mais comme il n'est pas encore sorti, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup d'informations là-dessus. On en saura plus dans les semaines à venir. Un mot également sur le bonus de constructibilité, anciennement bonus de COS, qui concerne les constructions neuves et qui donne le droit à construire, à dépasser les règles de constructibilité de 30%, qu'on peut obtenir sous deux conditions. La première condition, c'est l'exemplarité énergétique. Pour obtenir l'exemplarité énergétique, il faut viser un niveau CEP inférieur à un CEP max, moins 20%. Là, vous voyez, on ne vient pas récupérer les éléments du référentiel E plus C-. La deuxième possibilité pour obtenir ce bonus de constructibilité, c'est l'exemplarité environnementale. Où là, pour le coup, on vient récupérer un élément carbone du référentiel E plus C-, où on impose d'atteindre le niveau carbone 2, auquel on vient ajouter d'autres éléments, notamment du label bâtiment biosourcé. Donc, deux possibilités pour atteindre le bonus de constructibilité aujourd'hui, exemplarité énergétique et exemplarité environnementale. Sachant que dans les faits, les mairies peuvent très bien rajouter leurs propres exigences et demander d'aller plus loin que ces performances imposées par les textes de loi. Et deuxième point, c'est que ces exigences-là doivent être intégrées au PLU et que, inévitablement, ça va prendre du temps et que ça risque de ne pas être disponible tout de suite. Alors on a vu les labels qui préparent la future réglementation. On a vu un petit peu tout ce qui comprenait et on va pouvoir imaginer ensemble à quoi va ressembler la future maison de demain et la réglementation thermique. Alors la maison de demain va pouvoir comporter plusieurs aspects. Déjà, une empreinte carbone réduite. D'abord par la sobriété, je vous disais tout à l'heure, des matériaux utilisés, et aussi par l'utilisation de matériaux biosourcés. La réglementation de demain, la maison de demain, utilisera des énergies renouvelables. On a vu dans le bilan BPOS, l'utilisation d'énergies renouvelables était largement encouragée. Elle embarquera une production d'énergie à demeure, avec une autoconsommation valorisée également.
On viendra renforcer l'étanchéité à l'air, on le voit notamment avec le label E+, c'est moins de l'effinergie aujourd'hui qui va plus loin que la RT 2012. On va devoir inévitablement réduire les consommations mobilières, parce qu'on a vu qu'elle représente une partie importante des consommations globales du bâtiment. On aura un affichage et un suivi obligatoire des consommations, ce qui permettra, de sensibiliser les occupants et de pouvoir analyser les postes sur lesquels on peut faire des économies. Il faudra que le bâtiment de demain intègre une bonne qualité de l'air et un bon confort, notamment en été. Et dernier point, l'écomobilité, c'est-à-dire l'énergie qui va être utilisée pour se déplacer à son lieu de travail, pour se déplacer à l'école, va être aussi analysée et par le lieu d'implantation du bâtiment va chercher à être réduite. Et la réglementation de demain, alors a priori ce ne sera pas une réglementation thermique, ce sera une réglementation environnementale. On parlera donc de RE et non pas de RT, a priori, parce que vous l'avez compris, on ne prend pas en compte que la thermique, on parle aussi de carbone, on voit un spectre plus large finalement de l'aspect écologique. Et l'enjeu majeur selon nous de ces bâtiments, c'est qu'ils restent désirables pour ces consommateurs. Avoir une bonne qualité de l'air et avoir un bon confort en été, ce sont deux points très importants qui sont aujourd'hui pas très bien maîtrisés par les calculs réglementaires. Ils seront importants à prendre en compte dans les futurs bâtiments qui seront liés à cette réglementation environnementale. Quant à la date d'application, le législateur dans la loi sur la transition énergétique prévoit une date d'application en 2018. Alors est-ce qu'il a été un petit peu ambitieux ou pas? Pour l'instant, on n'a pas les éléments pour pouvoir y répondre. Peut-être que ce sera, comme c'était le cas pour la RT 2012, une application en guise d'exemple au bâtiment public fin 2018, on peut très bien imaginer, et une application pour tous les autres bâtiments en 2020-2021, c'est possible. Encore une fois, il n'y a pas d'information claire à ce sujet. En tout cas, ce sera autour de 2020. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, les cas concrets. Je vais vous présenter 3 cas concrets qui sont des maisons individuelles qui sont situées en Île-de-France, qui sont des projets sur lesquels on a travaillé, ce sont vos projets, sur lesquels on va viser 2 niveaux de performance énergétique. Le premier niveau, c'est le label E+C- Effinergie, et le deuxième niveau, c'est le niveau énergie 4 qui est proposé par le référentiel. Donc vous vous rappelez le niveau qui vise un bâtiment à énergie positive. Dans ces cas concrets, on va s'intéresser simplement à la partie énergie et non pas à la partie carbone, pour 2 raisons. La première, c'est que la partie carbone, aujourd'hui, la méthode de calcul n'est pas encore très stable. La deuxième raison, c'est que tous les bureaux d'études thermiques vont devoir se former sur le sujet parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas une partie réglementaire qui faisait partie de nos outils de calcul. Et donc, il va falloir aussi que nous, on apprenne à intégrer ces éléments-là dans l'analyse du bâtiment. Et donc, à la suite de ces cas concrets, on prendra un moment les enseignements qu'on en tire, ce que ça vous évoque, et puis vous pourrez partager vos retours d'expérience et bonnes pratiques. Alors, le premier cas est une maison d'architecte qui se situe à la Selle Saint-Cloud, qui fait 155 m², qui est une maison de plein pied. Cette maison est un peu contrainte en termes d'orientation parce que vous voyez, la terrasse est orientée au nord-nord-est. Elle est un peu contrainte aussi en termes de compacité parce qu'elle est de plein pied. En revanche, on a un très fort potentiel photovoltaïque parce qu'on a une toiture terrasse qui nous laisse la possibilité d'installer beaucoup de panneaux photovoltaïques. Alors j'insiste sur ce point-là, vous comprendrez pourquoi, notamment dans la partie énergie positive, ça va prendre tout son sens. Alors cette maison, pour atteindre le niveau RT 2012, au niveau des murs, on a une isolation thermique par l'intérieur. Avec du parpaing classique, on a 14 cm de laine de bois dans les murs, une résistance thermique de 3,68. En toit terrasse, on a 16 cm de polyuréthane au-dessus et 6 cm de laine de verre en dessous pour traiter le pont thermique à la liaison entre les murs et le plancher haut. Au niveau des planchers bas, on a une isolation sous chape avec un R de 3,64. Les menuiseries sont toutes à nu. L'étanchéité à l'air, elle est au niveau RT 2012, donc 0,6. En termes de ventilation, on a une simple fluide réglable de type B. Et la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est assurée par une pompe à chaleur RO double service. Au niveau des standards d'isolation, là, on est un petit peu plus élevé que la moyenne, tout simplement parce qu'on est un petit peu contraint, je vous le disais, en termes de compacité et d'orientation.
C- et Finergie. Finalement, il n'a pas pu faire grand-chose, parce qu'on a l'étanchéité à l'air qui est imposée à 0,4. Donc déjà, ça fait abaisser nos consommations et notre bio. C'est le premier point. Ensuite, le point faible d'un point de vue thermique de cette maison, c'était ces menuiseries qui sont en aluminium et qui sont donc moins performantes que d'autres types de matériaux. On est venu donc les remplacer par des menuiseries bois alu. On aurait pu les remplacer par des menuiseries PVC ou bois. Ça aurait eu un coût moins important, mais on a tenu à respecter l'aspect extérieur de la maison. Et au niveau du plancher bas, on avait un plancher au rôti béton classique. Comme on est sur le vide sanitaire, on est venu installer un plancher au rôti polystyrène qui représentait un coût négligeable. En termes de ventilation, là, on a dû venir mettre une ventilation double flux pour venir, d'une part, la ventilation double flux vient améliorer le confort au sein du bâtiment et la qualité de l'air, mais en plus, elle vient réduire les consommations en chauffage. La totalité de ces modifications apportées au projet dans sa configuration RT 2012 pour atteindre le niveau plus C- représentait un surcoût qui correspond à 49,5 m² de surface habitable, 45,5 € par mètre carré de surface habitable. Et maintenant, le label E4C1. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait viser le niveau E4, ça revient finalement à un label E4C1, puisqu'on l'a vu, le C1 répond à tous les types de matériaux, tous les types d'énergie. Pour atteindre ce niveau E4C1, la première chose, c'est qu'on est passé en chaudière bois. Pourquoi? Parce que dans le bilan des postes, les énergies renouvelables, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne rentrent pas en compte dans le calcul, donc sont très largement valorisées. Ensuite, on s'est imposé un BBU inférieur à 20%. Alors pourquoi? Pas parce que le label E4C1 demande un BBU inférieur à 20%, parce que selon nous, ça a du sens de travailler sur l'isolation et non pas que sur les systèmes. Parce que si on est en chaudière bois, le chauffage, les consommations en chauffage dans le chaude sanitaire ne sont pas prises en compte, notamment le chauffage. Donc vous l'aurez compris, on n'a pas besoin de toucher au bâtiment, on n'a pas besoin d'améliorer l'isolation pour atteindre rapidement un niveau énergétique élevé. Donc on a visé un BBU inférieur à 20%, on a remplacé les menuiseries, toutes les menuiseries, les rentrées fixes, en bois alu, de la même façon avec un UW inférieur à 1,4. Et ensuite, ce qui est resté à compenser, finalement, on a installé une surface de panneaux photovoltaïques. Et cette surface de panneaux photovoltaïques, pour compenser les consommations qui restaient, est équivalente à 73 m² de capteurs orientés sud. Donc, ce qui est très important. C'est très important, pourquoi? Parce qu'on a toujours ces consommations mobilières qui représentent près de 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an et sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas la main, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir de mettre tel ou tel éclairage, tel ou tel élément, on met une valeur forfaitaire sur laquelle on ne peut pas travailler. Donc, ça fait partie des évolutions qu'on attend liées à la sortie du référentiel. Et donc dans ce cas-là, on a un surcoût de 229 € du mètre carré surface habitable pour le label E4C1. Deuxième cas concret, c'est une maison qui est située dans le 77 à Farmoutier. Une surface habitable de 172 m². Là, pour le coup, on a une très bonne orientation avec une surface largement vitrée au sud, peu vitrée au nord, et une bonne compacité avec 2 niveaux superposés, un garage attenant. En termes de potentiel photovoltaïque, en utilisant la toiture orientée sud du garage, on arrive à atteindre 78 m² disponibles. Cette maison, pour atteindre le niveau RT 2012, on était au niveau des murs en briques classique, avec 8 cm de laine de verre, un R de 2,5. Donc là, on voit beaucoup plus faible que tout à l'heure parce que, tout simplement, on a une meilleure compacité, une meilleure orientation. Au niveau des combles perdus, on a 20 cm de laine de verre, avec un R de 4,44. En plancher bas, on a une isolation sous chape, avec un R de 2,55. Les ponts thermiques de plancher intermédiaire sont traités avec des panels isolantes. Les menuiseries coulissantes et ouvrantes sont en PVC, avec donc un UW inférieur à 1,2. Je vous dis une bêtise, les menuiseries coulissantes sont en alu, et les fixes et les ouvrantes sont en PVC, avec un UW inférieur à 1,2. Au niveau d'étanchéité à l'air, on est toujours à 0,6, qui est le seuil de la RT 2012. Pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, on a une pompe à chaleur RO double service. Et pour la ventilation, on a une ventilation simple flux hygroréglable.
Sur cette base-là, pour atteindre le niveau du label E+, C- et Finergie, donc je le rappelle toujours la base E2C1 avec moins 20% sur le Biomax, moins 20% sur le CEP et une étanchéité à l'air à 0,4, il a fallu simplement rajouter 2 cm d'isolation dans les murs et 15 cm d'isolation dans les combles perdus. Donc on voit qu'on a des exigences qui sont beaucoup moins importantes que tout à l'heure, parce que, encore une fois, on a une bonne compacité, une bonne orientation. Et là, le surcoût qui est lié au passage RT 2012 au label E+, C- et Finergie représente 8 € par mètre carré surface habitable. Donc on voit beaucoup plus faible que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, il était à 49,5 € par mètre carré surface habitable. Donc le niveau supérieur, là, le niveau E4C1, pour le coup, on a gardé, il n'y a jamais une solution unique. De toute façon, on peut utiliser plusieurs systèmes, on peut utiliser plusieurs isolants, etc. On vous présente des solutions aujourd'hui. Là, on a choisi de garder le même système de pompe à chaleur RO pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Dessus, on est venu travailler sur le bâti, donc on est venu mettre de la brique isolante dans les murs. On a mis jusqu'à 12 cm de polyuréthane dans les murs, ce qui est très important, avec un global quasiment à 7, ce qui est encore une fois très important. Dans les combles perdus, on a 50 cm de laine de verre, avec un R de 11. Et en plancher bas, on a un ourdi isolant et une isolation touchable qui, à eux deux, représentent une performance thermique, un R de 7,55. Les menuiseries sont toutes en PVC avec un UW à 1,2 et l'étanchéité à l'air est à 0,4. Dans ces conditions, la consommation de chauffage qui reste et les consommations mobilières, pour être compensées, nécessiteront 93 mètres carrés de capteurs photovoltaïques orientés au sud. C'est plus que la surface qui est disponible sur la toiture, parce que je vous le rappelle, on avait 78 mètres carrés de surface de toiture disponible, garage compris. Du coup, on a proposé une variante où on est venu remplacer le système de chauffage qu'on avait conservé en pack RO, qu'on est venu remplacer par une chaudière bois. Encore une fois, parce que le bois est très largement valorisé, et où là, finalement, on n'a pas eu besoin de toucher beaucoup au petit, et on a eu besoin de mettre moins de capteurs photovoltaïques pour atteindre le niveau E4C1. Concrètement, on a une chaudière bois donc pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, on a une étanchéité à l'air à 0,4. Dans les murs, par rapport à la version RT 2012, on a rajouté 2 cm d'isolation dans les murs et 15 cm en toiture. Finalement, vous vous souvenez, ça reprend les éléments du label E+, C-, parce qu'on était à 20% par rapport à la RT. Et ensuite, pour compenser, pas le chauffage qui reste, parce que du coup, il ne rentre pas dans l'équation, mais finalement, pour compenser les consommations mobilières, électroménager, médias, il fallait installer 77 mètres carrés de capteurs photovoltaïques orientés au sud. Et donc cette fois-ci, c'est une surface qu'on a parce qu'on a 78 mètres carrés de surface de toiture disponible. Et donc ce surcoût représente, pour atteindre le niveau E4C1 dans cette configuration-là, représente 172 € du mètre carré de surface habitable, par mètre carré de surface habitable. Troisième cas, c'est une maison individuelle qui fait 126 mètres carrés, qui est située à Bouleurs dans le 77. On a ici une orientation est-ouest avec une compacité plutôt bonne, avec sur 2 étages, avec un étage sous-rampant. Un potentiel photovoltaïque, pour le coup, moins important que dans les projets précédents, puisque là, on a un potentiel photovoltaïque de 33 mètres carrés sur l'orientation sud. Le niveau RT 2012 a été atteint sur ce projet en prenant des murs en briques classique avec une isolation thermique par l'intérieur et 10 cm de polystyrène, donc avec un R de 3,1. En toiture, on a 30 cm de laine de verre avec un R de 7,5. En plancher bas, on a une isolation sous chape avec 9 cm de polyuréthane avec un R de 3,9. L'ensemble des menuiseries sont en PVC, un UW de 1,4. Les ponts thermiques de plancher intermédiaire sont traités avec des panels isolantes. L'étanchéité à l'air toujours à 0,6, le niveau RT 2012. On a une ventilation simple fluido-réglable et au niveau du système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, on a le classique, j'ai envie de dire, de la RT 2012, chaudière gaz et ballon thermodynamique. Encore une fois, on a visé le label E+C- et Finergie, et donc pour obtenir ce label, on a passé
l'étanchéité à l'air à 0,4. Une fois qu'on avait passé l'étanchéité à l'air à 0,4, il ne manquait plus qu'à augmenter un petit peu l'isolation des murs, mais finalement, on est passé en brique isolante, la brique classique avec un R de 1, et on a directement atteint le niveau F-énergie au plus C-. Donc là, on a un surcoût qui est aussi relativement faible et qui représente 7 € par mètre carré de surface habitable. Ensuite, le label E4C-, niveau énergie positive sur ce même projet. Ici, on a conservé, pareil, la chaudière gaz et le ballon thermodynamique. On est venu renforcer l'isolation, donc avec la brique isolante. On a renforcé aussi, on a mis plus de 2 cm d'isolant dans les murs. On a renforcé l'isolation en toiture, on a ajouté 10 cm d'isolation en toiture. On a mis 1 € d'isolant en plancher bas. L'étanchéité à l'air est passée à 0,4 aussi. Malgré ça, la surface de toiture disponible est inférieure à celle qui est demandée, qui ici aurait été équivalente à 99 m², donc ce qui est énorme et même complètement démesuré. Même en changeant là pour un système au bois, ça fait réduire cette surface-là nécessaire pour compenser les consommations restantes. On ne passe quand même pas au niveau E4 du référentiel E plus C-. Du coup, si on doit faire une conclusion et tirer des enseignements de ces 3 cas concrets, je distinguerai 2 cas. Le label E plus C- d'F-énergie. Concrètement, il est assez facile à atteindre sans surcoût important sur des maisons qui sont compactes et bien orientées. Sur des maisons qui sont un petit peu plus contraintes, en termes d'orientation, encore une fois, et de compacité, on a un surcoût qui évalue à peu près à 50 € par mètre carré surface habitable. Un point sur l'étanchéité à l'air où, effectivement, il faudra viser un niveau à 0,4 qui est inférieur au niveau aujourd'hui, qui sera un point de vigilance supplémentaire pour les entreprises. Et ensuite, le niveau E4C-. Le niveau E4C-, vous l'avez vu, il nécessite une surface de toiture super importante pour compenser les consommations, et les énergies renouvelables sont largement valorisées. Alors, on attend les ajustements, vous l'avez compris, notamment au niveau du calcul des consommations immobilières, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de ne pas avoir la main sur ces consommations-là, parce que ça engendre des compensations aux capteurs photovoltaïques qui sont démentielles. On attend aussi des modulations en fonction des contraintes du projet, parce que c'est aussi pas normal qu'un projet qui soit situé dans le nord de la France ait les mêmes contraintes qu'un projet qui soit situé dans le sud de la France. Et on attend aussi, de la part des industriels, là, pour le coup, d'avoir des solutions plus adaptées. Je pense notamment aux systèmes qui permettent de faire et de l'eau chaude sanitaire et du photovoltaïque sur les mêmes capteurs, donc sans perdre de surface de toiture. Les systèmes compacts 3 en 1, 4 en 1, qui permettent de faire la ventilation, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, et qui sont aujourd'hui pas du tout valorisés dans nos moteurs de calcul, qui sont pourtant des systèmes qui sont plus adaptés aux petites puissances que nécessite ce type de bâtiment. Je finirai sur ce tableau pour vous montrer l'impact de l'énergie utilisée pour atteindre les différents niveaux du référentiel E plus C-. Donc on va distinguer 3 niveaux. J'ai mis ensemble les niveaux E1 et E2, qui finalement, moins 5%, moins 10% sont assez similaires. Niveau E3 et niveau E4. Là-dessus, on allait voir quelle était la difficulté d'atteindre tel ou tel niveau avec des systèmes différents, qui sont les systèmes qu'on utilise actuellement, notamment le chaudière bois, la pompe à chaleur RO, la chaudière gaz et le ballon thermodynamique, et les radiateurs électriques et le ballon thermodynamique. On s'aperçoit qu'avec la chaudière bois, et j'ai déjà commencé à vous en parler, pour atteindre le niveau 3, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque, comme on est sur une énergie renouvelable, il n'y a pas besoin de travailler sur le bâti pour atteindre le niveau énergie 3. Pour atteindre le niveau énergie 4, en revanche, on n'a toujours pas besoin de travailler sur l'enveloppe, mais par contre, il faudra compenser les consommations mobilières pour avoir un bilan énergétique mieux. Et donc, le ratio de photovoltaïque qu'il faudra installer dans ce cas-là est égal à 0,48 m² de capteur photovoltaïque par mètre carré de surface habitable. Ensuite, la pompe à chaleur RO, elle atteint assez facilement les niveaux d'énergie 1 et 2. Pour atteindre le niveau énergie 3, là, il faudra renforcer un petit peu plus l'isolation et installer 5 à 10 m² de capteurs photovoltaïques. Et pour atteindre le niveau énergie 4, là, il faudra renforcer un petit peu plus l'isolation, donc moins 50% par rapport au BBO de la RT 2012,
et installer une surface équivalente de capteurs photovoltaïques égale à 0,55 m² de capteur par mètre carré de surface habitable. Ensuite, il y a la chaudière gaz et le ballon thermodynamique, où là, on atteint facilement les niveaux E1 et E2, en travaillant un petit peu sur l'enveloppe. En revanche, c'est de la même façon que pour la pompe à chaleur RO, plus compliqué d'atteindre le niveau énergie 3, où là, on va devoir installer 5 à 10 m² de photovoltaïque. Et enfin, le niveau énergie 4, qui de la même façon demande un travail renforcé sur l'isolation et une installation photovoltaïque qui est égale à 0,8 m² de capteur par mètre carré de surface habitable. Donc on commence à être sur des ratios qui sont très importants. Et enfin, la solution de radiateur électrique et ballon thermodynamique, qui peine déjà à atteindre les niveaux énergie 1 et énergie 2, avec un renforcement léger d'isolation et l'installation de 5 à 10 m² de capteurs photovoltaïques, qui peut atteindre le niveau énergie 3 avec encore un renforcement plus sévère de l'isolation et l'installation de capteurs photovoltaïques équivalente à 0,5 m² par mètre carré de surface habitable. Vous voyez, ça correspond au ratio qu'on a besoin d'installer pour la chaudière bois et la pompe à chaleur RO pour atteindre les niveaux énergie 4. Et là, pour le coup, le niveau énergie 4 est encore plus contraint que pour la chaudière gaz, où on a un ratio de 0,9 m² de capteurs installés par mètre carré de surface habitable. Donc concrètement, aujourd'hui, atteindre le niveau énergie 4 avec la chaudière gaz et le ballon thermodynamique ou des radiateurs et un ballon thermodynamique, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Et encore une fois, on attend de la part des industriels d'avoir des solutions qui sont plus adaptées à ce type de projet. On finira là-dessus. Alors pourquoi construire E plus C- aujourd'hui? Déjà parce qu'on l'a vu, dans certains cas, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Ça permet de construire des maisons qui ne seront pas dépassées demain et de valoriser le patrimoine. Ça permettra, et ça on aura plus d'informations dans les semaines à venir, d'obtenir des aides financières, des aides de l'État, sur la partie E plus C-, mais sur la partie BEPOS, là pour le coup on attend les ajustements comme je vous l'ai présenté, sur la partie énergie 4, où le surcoût finalement il est lié en grande partie à la partie photovoltaïque, où on peut imaginer avoir des subventions sur la partie photovoltaïque, où le photovoltaïque ne nous appartient pas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et après on a une maison qui est à énergie positive. Le BEPOS, pour le coup, concernera plus des clients qui ont une sensibilité environnementale beaucoup plus poussée. Et comment on atteint ces niveaux plus C- et ces niveaux BEPOS? Sollicitez-nous, on peut étudier des cas E plus C-, on peut étudier des cas BEPOS, aller directement vers ces niveaux-là, vous proposer des variantes pour pouvoir comparer les différents cas. On peut vous aider à vendre ces niveaux-là auprès de vos clients, en vous donnant des supports, en vous donnant des informations. Et on peut également se pencher sur des problématiques qui ne sont pas directement liées à la réglementation, mais qui concernent par exemple la qualité de l'air, le confort en été, où tout s'y touche finalement à l'utilisation du bâtiment. Et donc on reste en veille pour tout ce qui est solutions techniques justement qu'on attend de la part des industriels qui vont être plus adaptés pour ces nouveaux projets et les projets de demain qui seront des maisons à énergie positive.